messieurs, dans l'actualité ce soir, les lotissements clandestins évoqués ce jeudi à Tchévier. Le sujet a fait l'objet de discussions entre le ministre CCNU de l'urbanisme et les acteurs du foncier. Objectif est parvenir à de meilleurs cadres de vie pour les populations. Les résultats de l'examen du BTS connus depuis cet après-midi, une proclamation qui vient boucler l'année académique. Que faire désormais de ces vacances pour élèves et étudiants? Plusieurs activités à l'affiche dans les centres de jeunes. Par exemple, nous irons sur place. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Et voici le journal. Et on s'intéresse tout d'abord au sujet évoqué ce matin à Tchévier, la procédure de lotissement de terrain, l'urbanisation. Le ministre CCNU a évoqué le sujet ce jeudi donc avec des géomètres, architectes, urbanistes, dessinateurs, bref, les acteurs du foncier. Les précisions avec Antoine Thomas. En moyenne, 80% des litiges au Togo sont fonciers. Ils sont liés à la double vente, à l'occupation anarchique des terres et des réserves administratives, à la construction dans les zones inondables et au lotissement clandestin. Ces actes répréhensibles sont souvent source de conflits et ont pour conséquence l'effritement de la cohésion sociale. Pour réguler cette situation, le gouvernement s'est doté d'un schéma directeur d'urbanisme et d'aménagement en faveur de 12 villes du Togo. Au lendemain d'une tournée de sensibilisation sur ce schéma directeur et le décret qui réglemente la procédure de lotissement et d'urbanisation, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie a rencontré les professionnels de l'aménagement du territoire, les géomètres, les architectes, les urbanistes, les magistrats, pour ensemble poser les bases de la planification d'une ville harmonieuse. Une ville bien planifiée, c'est une ville dont les terres sont occupées suivant les règles d'urbanisme. C'est une ville où les rues sont bien définies. C'est une ville dans laquelle les réserves administratives sont bien définies. C'est une ville dans laquelle les espaces verts, les lieux de loisirs sont bien définis. C'est une ville dans laquelle il y a de l'assainissement. C'est une ville dans laquelle il y a de l'eau potable. Il y a l'électricité, le téléphone. C'est une ville dans laquelle il y a la salubrité publique. Mais pour pouvoir réaliser ces choses, il faut que la ville soit dotée d'un schéma directeur d'urbanisme et que les lotissements, c'est-à-dire l'occupation du sol, se fassent suivant les règlements. Une fois informé et formé, si un géomètre, nous le surprenons, encore dans une opération illégale, mais il mérite la punition. L'engagement est donc pris et tous les acteurs concernés vont mettre en synergie leurs compétences pour un objectif commun. Faire des villes du Togo des espaces bien planifiés pour un meilleur cadre de vie. Et on va s'intéresser précisément ce soir à ce phénomène de lotissement clandestin. Le ministre en parlait tout à l'heure. C'est l'un des facteurs de conflit liés à la terre, le lotissement clandestin. Quel impact donc sur nos villes? C'est la question de ce dossier de signé Antoine Thomas. Plusieurs années, la liberté a été donnée aux populations d'investir elles-mêmes dans le logement selon le principe de l'autoconstruction. Une situation qui a plutôt instauré un grand désordre dans l'occupation de l'espace urbain. Des centres urbains s'installent de façon anarchique et à un rythme insupportable pour les services en charge de l'urbanisation. Conséquence, le développement des bidonvilles,
des quartiers insalubres avec des lotissements clandestins. Ce sont les lotissements qui ont été exécutés sans l'approbation du ministre en charge de l'urbanisme. Ça veut dire que ça ne respecte pas les normes et ce n'est pas fait par les gens qui devaient le faire. Ça veut dire qu'il y a par exemple des réserves administratives qui ne sont pas enlevées, les rues qui ne respectent pas les dimensions qu'il faut et donc ça pose beaucoup de problèmes pour l'évolution de la ville dans le futur. Ces lotissements illégaux sont faits par les géomètres qui n'ont pas reçu les formations nécessaires afin de construire des villes. L'idéal, c'est d'avoir des villes compactes. Et aujourd'hui, les gens parcourent en moyenne 30 km par jour pour aller au boulot. Ça, c'est l'effet de lotissement clandestin. Alors que si les villes étaient compactes, en moins de 10 km, on pouvait aller travailler et revenir, épargner un peu de l'argent sur le carburant. La question foncière est donc un véritable problème de société qui fait naître des incompréhensions. Le lotissement clandestin ne facilite pas la réalisation des infrastructures socio-économiques, la construction des routes. Les géomètres et les urbanistes ont donc un rôle capital à jouer pour venir à bout de ce phénomène. Nous qui sommes acteurs, nous changeons nos comportements envers la ville. Parce que la ville, ça nous concerne tous. Si moi, urbaniste, je fais mon plan et que je ne suis pas chargé de faire exécuter mon plan, celui qui doit faire exécuter doit aussi comprendre pourquoi j'ai fait ça comme ça. Et celui qui doit même habiter l'espace issu de ce plan aussi doit comprendre de la même manière. Ce n'est pas seulement un travail des urbanistes, c'est un travail collectif que nous devons mener ensemble pour la réussite de nos villes. En cas de non-respect des tests relatifs à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations, des sanctions sont prévues. Elles vont jusqu'à la suspension des activités du géomètre. Lorsque nous assistons encore aux doubles ventes, aux triples ventes, lorsque les gens occupent encore les réserves administratives, lorsque les lotissements sont faits dans la clandestinité, ces acteurs seront punis et châtiés. L'État togolais s'investit aujourd'hui à assainir le secteur. Ainsi, tout Togolais désireux d'acquérir un terrain devra prendre attache avec les services du cadastre afin d'éviter tout désagrément lié au lotissement clandestin et aux problèmes fonciers. Autre sujet évoqué, le commerce des armes. Un traité international interdit le phénomène, le trafic, traité ratifié par le Togo depuis 2013. Aujourd'hui encore, le problème existe, des voix s'élèvent et on appelle à son application effective. Comment aborder pour les précisions? Environ après la ratification par le Togo du traité sur le commerce des armes, rien n'est fait, selon les organisateurs de cette rencontre, pour informer et sensibiliser les populations togolaises sur cet instrument juridique qui répond à un seul souci, celui d'instaurer un climat de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde. Le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest appelle les autorités togolaises à s'engager pour sa mise en œuvre. Il faut vulgariser, il faut organiser des ateliers, des séminaires pour informer la population. La population est là, la population. Il y a d'autres même qui ne savent même pas qu'il y a un truc qui a été signé. Il faut que l'État contrôle les frontières pour ne pas faire entrer les armes de gauche à droite. Selon ce même réseau, au moins 800 000 armes sont en circulation incontrôlée dans le monde, notamment en Afrique. L'on comprend
pourquoi le continent est ces derniers temps le théâtre des opérations d'affrontement. Le traité sur le commerce des armes met donc les États devant leurs responsabilités. Au total, 18 pays africains, dont le Togo, ont ratifié ce traité. Et voilà donc les armes, la circulation des armes, une menace pour la paix. Le Haut Commissariat à la réconciliation fait dans la prévention. L'UNESCO en tournée en ce moment même dans le pays pour installer ces comités pour la paix, l'état de la causa avec Nestor Mojou. Le gouvernement togolais s'est résolument tourné vers la consolidation de la paix dans le pays. Après le travail de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a été créé. Le HCRUN a déjà mené une série d'activités dans ce sens. Depuis quelques jours, il a entamé l'étape de la mise en place des comités préfectoraux de paix. Le comité préfectoral de paix de la COSA a été installé à cette séance de travail. Ce comité a été choisi au sein des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, de femmes, parmi les chefs traditionnels, les leaders religieux et les sages. Le comité de paix aura en charge de faciliter le vivre en commun, de permettre en sorte que les gens des différentes communautés qui vivent ensemble puissent vivre pleinement leur vie en paix. C'est un comité qui ne se substitue pas aux juges, aux tribunaux, mais qui aidera les autorités à régler dans une certaine mesure certains conflits qui ne trouvent pas forcément leur solution devant les tribunaux. Et c'est des hommes et des femmes qui œuvreront quotidiennement pour que la paix puisse rester, puisse s'installer dans les localités. La mise en place des comités préfectoraux de paix est une recommandation des consultations nationales et campagnes de sensibilisation effectuées du 2 au 27 novembre 2015 par le HCRUN pour l'identification d'une infrastructure de paix qui a été convenue par l'État et ses partenaires. Cette infrastructure de paix a une architecture à 3 niveaux. Après les comités préfectoraux, il y aura les comités régionaux et un comité national. Un climat apaisé, recherché et converti au profit donc des sociétés, la performance notamment à la NSCT, la nouvelle société côtonnière du Togo. Son personnel est en séance de renforcement de capacité à Kara. Le compte rendu de Nestor Mojou à Kara justement. Il s'agira face à la perte de l'attachement au travail bien fait et à la régression de la conscience professionnelle, les responsables du syndicat des travailleurs du coton ont décidé de réagir. Le Centraco tient à Kara une rencontre de 3 jours destinée aux discussions sur des actions à envisager afin de permettre à la nouvelle société cotonnière du Togo de réaliser sa vision stratégique. Nous, en tant que travailleurs regroupés dans le syndicat, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour accompagner la NCT? Donc, au cours de ces assises, nous allons mettre les bases d'un nouveau type de syndicat qui, en étant défenseur des intérêts des travailleurs, nous allons apporter notre concours à la conscientisation, à la responsabilisation de tous ces travailleurs. Nous allons œuvrer pour que les travailleurs participent à la performance de cette société et qu'on accompagne ensemble la NSCT dans la réalisation de ses objectifs. La rencontre de Kara du syndicat des travailleurs du coton intervient un mois juste après les changements majeurs intervenus à la tête de la nouvelle société cotonnière du Togo. Le nouveau patron de la NSCT a tenu à prêter main forte à l'initiative du Centraco. J'ai tenu particulièrement à participer à cette rencontre justement pour traduire
avec eux désormais la mission qui est la nôtre commune d'améliorer les performances de la NSCT et surtout d'aller dans la vision stratégique de cette nouvelle société cotonnière du Togo, assignée par le gouvernement et surtout qui tient cher au chef de l'État, la relance de la production cotonnière, qui voudrait que d'ici 2022, au niveau de ce pays, la production cotonnière puisse atteindre les niveaux de 200 000 tonnes. Au 31 juillet, la NSCT a enregistré 131 000 hectares d'emblavure de coton sur les 136 000 prévus. Le Centraco a promis à la NSCT qu'il va poursuivre la mobilisation des producteurs après cette rencontre pour que les objectifs fixés pour cette campagne cotonnière soient atteints. À l'étranger, un nouveau front contre le groupe État islamique. Après l'Irak et la Syrie, l'armée américaine annonce des bombardements en Libye à la demande du gouvernement de l'Union nationale. Et c'est la ville de Sirte et qui est visée. Regardez. Rue par rue, maison par maison, les forces libyennes progressent à l'intérieur de la ville de Sirte. En face, quelques centaines de djihadistes retranchés dans cet ancien centre de conférence. Sirte, une ville stratégique, proche des raffineries de pétrole, à mi-chemin entre Tripoli, la capitale, et Benghazi. Un enjeu crucial pour Barack Obama. C'est une question de sécurité nationale dans notre combat contre l'État islamique, de faire en sorte que les forces libyennes terminent le travail. Depuis lundi, pour la première fois, des raids massifs sont menés par des drones lancés de Jordanie et pilotés de Sicile. Et par des avions de combat à partir d'un navire d'assaut, 8 frappes pour le moment. Des frappes à la demande des forces libyennes au sol, très éprouvées. Elles sont aux prises avec des snipers, des voitures suicides, des mines, tout l'arsenal de ce dernier carré de djihadistes. Juin 2015, ils envahissent Sirte, plantent leur drapeau noir et terrorisent la population, 20 000 habitants environ. Une ville déjà à moitié détruite par les bombardements de l'OTAN en 2011. Muammar Kadhafi s'était réfugié ici avant d'y être lynché. Aujourd'hui, dans cette ville située à moins de 600 km des côtes européennes, les djihadistes reculent. Ici, comme en Syrie et en Irak, ils perdent du terrain, pas forcément de l'influence. Et la suite est ce communiqué du gouvernement dans le cadre de l'opération Togo propre instituée tous les premiers samedis du mois. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que celle-ci aura lieu le samedi 6 août 2016 et l'invite à y participer massivement. Toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents de délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Il y va de la qualité de notre environnement et de notre santé, communiqué donc du gouvernement. Nous l'annoncions un peu en titre, les résultats de l'examen du BTS proclamé cet après-midi. Pas de taux connu, annoncé pour l'instant, mais des sorts définis, scellés, des admis qui jubilent, des récalés qui maugraient. Eh bien, c'est le dernier examen qui vient clôturer l'année académique. Vous voyez là donc les images de ces étudiants attendant donc leurs résultats, connaissant d'ores et déjà leur sort avec donc des fortunes diverses. Les vacances donc, et ce depuis plusieurs jours déjà. Pour certains, ça vient de commencer, on vient de le voir. Pour certains, pour d'autres, comment les rendre utiles ces vacances. À chacun sa formule. Dans les centres de jeunes, par exemple, les programmes affichent plusieurs activités. De Douaré nous renseigne un peu plus.
Les centres des jeunes aussi font l'objet d'une attraction particulière pendant les vacances. Ici, à la maison des jeunes de TV5 Monde, Yaira Stayel apprend à jouer du piano. J'apprends à jouer de la musique, à danser. On fait des loisirs créatifs, du dessin, de la danse classique. J'aimerais bien revenir les vacances prochaines parce que ici c'est très génial. On apprend beaucoup de choses. D'autres s'adonnent à la lecture et à l'outil informatique. À la maison TV5 Monde, nous faisions l'enquête policière, le dessin, plaisir et détente, musique, informatique et les pères. On nous apprend beaucoup de choses, par exemple, qu'est-ce que c'est l'informatique, comment manipuler l'ordinateur et autre chose, quoi. Bon, pour cela, j'invite mes frères et sœurs de venir, de faire l'informatique, car ça nous servira. Ces centres de loisirs constituent un espace culturel d'apprentissage et de distraction aux jeunes de tous les âges. L'une des ambitions de cette structure est de permettre à l'élève de faire de nouvelles expériences hors de la cellule familiale et scolaire. Nous proposons toute une gamme d'activités à l'endroit des enfants et des jeunes. Les parents viennent prendre contact avec le programme que nous offrons et avec les enfants, ils choisissent ce que l'enfant voudrait faire. Ces vacances aussi, nous avons proposé beaucoup d'activités par rapport à l'année dernière. On leur apprend comment arriver par exemple à dessiner un corps humain à partir des traits, des ronds, ainsi de suite. L'innovation cette année aussi, c'est l'enquête policière que les enfants font. En fait, on a simulé un vol de collier et à partir des indices, les enfants devraient retrouver le voleur. Ils sont très excités pour ces activités-là qui fait travailler leur intellect. On suit un calendrier bien défini. Il y a des moments d'atelier, mais il y a des moments pour s'amuser aussi. Encore quelques semaines et c'est la reprise des classes. Mais avant cela, place aux loisirs qui pour le moment occupent le quotidien des jeunes vacanciers. Et voilà, donc pour les vacances donc période de loisirs par excellence, envie de faire un peu de tourisme, eh bien c'est le moment, je vous invite à un type de tourisme, un peu de tourisme spécial, ça ne vous fera que du bien. Regardez. On a mis 10 ans pour passer son permis. La FAA, l'agence de l'aviation civile américaine, a jugé Richard Branson apte à envoyer le commun des mortels dans l'espace. 700 personnes de 43 nationalités ont déjà versé les 250 000 $ demandés pour monter à bord du Unity, une fusée aux allures de jet privé capable de voler à 100 km d'altitude, où 6 passagers profiteront de quelques minutes d'apesanteur. Mais le projet aurait pu tomber à l'eau le 31 octobre 2014. Un appareil d'essai s'était écrasé, ne laissant aucune chance à son copilote. Malgré cela, le tourisme spatial n'a pas tardé à se relancer. Européens, Japonais et Canadiens cherchent eux aussi à rejoindre cette course lancée par Unity, dont le premier vol est prévu au printemps 2017. Après un décollage du Nouveau-Mexique, il sera remorqué par avion porteur jusqu'à 15 km d'altitude, puis il allumera ses propres moteurs pour quitter l'atmosphère et apprécier une vue unique au monde. Et voilà, un peu de tourisme spatial, retour sur Terre maintenant avec Move et dans la dynamique de révolution sur le marché de la téléphonie mobile. Au Togo, Move qui vient de lancer son service de mobile money Flouz avec l'institution financière EcoBank. C'est un partenariat entre les deux dans la phase de conquête du marché en rendant bien sûr le service Flouz disponible à tous les abonnés. Manuel Adiago, Léli Koussao. Des innovations viennent d'être apportées dans les services de la téléphonie mobile Move au Togo. Les abonnés Move peuvent désormais mener des opérations via Flouz dans les agences du groupe EcoBank. Un partenariat a été scellé dans ce sens entre Move et EcoBank.
Les opérations de retrait, de dépôt d'argent, de paiement de factures et autres services flous sont possibles directement dans les différentes agences de Ecobank sur toute l'étendue du territoire national. Le partenariat Move Ecobank à travers le service Flouz permettra à nos abonnés Flouz de pouvoir faire leurs opérations dans tout le réseau d'agences Ecobank au Togo. Dans les 24 agences Ecobank à partir de cet après-midi, le service Flouz est désormais disponible. Ils peuvent faire des dépôts d'argent sur leur compte Flouz. Ils peuvent faire des retraits lorsqu'on leur envoie de l'argent. S'ils voient une agence Ecobank, ils y rentrent, ils font le retrait comme ils le font aujourd'hui dans les autres points de vente. Donc c'est un réseau additionnel qui a l'avantage d'être présent sur les 5 régions du pays à travers 24 agences. Donc c'est ce plus-là que nous offrons aujourd'hui. Ils peuvent y faire chez nous comme chez Ecobank le paiement de leurs factures CET, la FIA, tout ce qu'ils font aujourd'hui sur Flouz, ils peuvent le faire désormais sur le réseau Ecobank. Avec ce partenariat, les opérations Flouz sont rendues faciles et simplifiées à toute la clientèle de Move et celle aussi de Ecobank pour toutes les transactions à travers le téléphone portable. Une offre qui révolutionne le marché de la télécommunication au Togo. Flouz est un service de Move spécialisé dans le transfert rapide d'argent par téléphonie mobile. Il est 20h22 minutes. L'actualité est aussi sportive ce soir. Bonsoir Claude Amand qui vient de nous rejoindre. Oui, bonsoir Vincent. Et on va commencer votre page des sports par les Jeux Olympiques d'été 2016. Ça commence demain officiellement à partir de 20h à Rio avec la cérémonie d'ouverture. Mais avant cette cérémonie, on va parler ce soir de l'ambiance autour du village olympique. Comme tu l'as si bien dit, Gerson, à 20h à Rio, 23h en temps universel, des mesures de haute gamme sont prises pour le bon déroulement des Jeux, comme l'a constaté notre envoyé spécial à Rio, Alfred Koulay. Benvindo, bienvenue au village olympique de Rio, ou plutôt à la dimension du village olympique, puisque l'accès est effectivement interdit aux médias. Et ce n'est pas la peine d'insister. Les mesures de sécurité sont bien renforcées. Les forces de l'ordre sont visibles. Il y en a parmi elles qui font la caméra. Vous avez dit JO et sécurité, n'est-ce pas? Bref, passons. Apprécions plutôt les défilés des athlètes. Des allers-retours seront le programme de chaque délégation. Les choses sérieuses approchent à grands pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se mettre une pression supplémentaire. Vendredi, Rebecca Kwesi sera porte-drapeau du Togo et sera fière de défiler aux côtés de 10 000 autres athlètes. Je me sens bien, très bien, parce que là, je peux dire que toute la délégation est prête pour l'ouverture de demain. Ils m'ont fait confiance, c'est pour ça qu'ils m'ont remis le drapeau. Et puis, je suis contente parce que c'est moi qui vais rester devant et c'est moi qui vais porter le drapeau. C'est tellement bien et tout ça, je suis contente. Edwige Apedou est l'attachée du presse du Comité national olympique du Togo. Elle apprécie les conditions de travail ici au village olympique. Quand vous les suivez dans leur foulée, leur départ, vous sentez que vraiment les athlètes sont prêts, ils sont préparés, ils sont prêts pour affronter, puisque se sont dit, aujourd'hui on est là pour battre nos records, même pas pour, si c'est possible, on peut avoir des médailles, mais la première mission de nos athlètes, quand on les approche, c'est que c'est de battre leur record. On espère bien qu'ils le feront, mais ils nous rassurent qu'ils sont là pour battre leur record et le comité a mis tous les moyens pour qu'ils y arrivent. La cérémonie d'ouverture donc de ces Jeux olympiques est prévue pour vendredi. Il sonnera à 20h à Rio, 23h en temps universel et donc à Lomé.
Et voilà, donc rendez-vous donc pris pour demain, mais on reste dans les Jeux Olympiques, Claude Hamon, avec l'accent, le projecteur sur certains athlètes qui passent dans l'histoire, qui veulent passer dans l'histoire. On va regarder ensemble ce sujet de France 2. Au pied du Corcovado, il se rêve en héros pour ses JO. Usain Bolt, Teddy Riner, Michael Phelps, Katie Ledecky, Neymar. 5 champions à part, à Rio, ce seront eux, les stars. Depuis 8 ans maintenant, Usain Bolt a fait taire tous ses adversaires, généralement en moins de 10 secondes. Usain Bolt qui fait les pas, Usain Bolt champion olympique, attention chrono, il a levé les mains, 168 nouveau record du monde, c'est l'empereur. Sur 100 et 200 mètres, le Jamaïcain est l'homme le plus rapide du monde et ne se fait pas prier pour faire ça. Je veux montrer au monde que je suis une légende. Je suis le plus grand, sans aucun doute. Quelques facéties gonflent son capital sympathie. À Rio, la foudre, comme on l'appelle, voudra illuminer le ciel brésilien. Dire que Teddy Riner fait aussi partie des grands est un euphémisme. 2,09 m et plus de 140 kg de muscles. Depuis plusieurs années, à force de travail acharné, le judoka se taille un corps de rêve olympique. Médaillé de bronze en 2008, couronné d'or en 2012, à 27 ans, Teddy Riner n'a plus connu le goût de la défaite depuis 6 ans. Désigné porte-drapeau de la délégation, il voudra prouver à qui oserait en douter qu'il est le plus grand judoka de tous les temps. Mais au panthéon du sport, il paraîtrait tout petit à côté de l'ogre Michael Phelps. 18 médailles d'or, 2 d'argent, 2 de bronze. Aucun athlète dans l'histoire des Jeux n'a une armoire aussi garnie que le nageur américain. En 2012, les yeux humides, il assure qu'il raccroche définitivement le bonnet de bain. Mais 4 ans plus tard, il est bel et bien de retour. Son alter ego des bassins s'appelle Katie Ledecky, surnommée justement la Michael Phelps au féminin. Katie Ledecky, maintenant vous connaissez son nom, l'américaine de 15 ans. À 15 ans, en 2012, elle avait éclaboussé ses adversaires de son talent. Elle pourrait remporter 4 médailles d'or supplémentaires à Rio. Et puis le héros de tout un pays aura les projecteurs braqués sur lui. Le footballeur Neymar a la lourde tâche d'effacer une douleur indélébile dans le cœur des Brésiliens. L'humiliation 7-1 par l'Allemagne lors de leur Coupe du Monde il y a 2 ans. Un immense défi, lui qui n'a jusqu'alors jamais touché de médaille d'or. Et voilà, donc l'occasion de revisiter certains stars, de regarder encore à nouveau. Allez, on va boucler votre page des sports, Claude, avec cette passation de service au niveau du bureau exécutif de la Fédération togolaise de basketball. Cela s'est déroulé mardi dernier. Effectivement, Gerson élu le 23 juillet, le nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise de basketball a officiellement pris fonction mardi à l'issue de la cérémonie de passation de service qui s'est déroulée au siège de la Fédération togolaise de basketball. Des précisions avec Jean-Kofi Edeti. André Bivaïna Gungu et ses collaborateurs peuvent entamer en toute tranquillité le programme d'activité pour les 4 années à venir. À travers cette passation de service, le bureau précédent, dirigé par Dr Lawson Bodinalouvi, leur a cédé la place. Je suis très, très contente de partir et contente aussi de passer le témoin à quelqu'un qui a travaillé avec moi pendant longtemps et je pense qu'il pourra, comme je l'ai dit, faire plus et mieux que ce qu'on a fait. Nous serons rassemblés
ce qui est vraiment épars, parce qu'il faut rassembler tous les acteurs. Le vote a montré que effectivement le basket est divisé en deux. Il faut pouvoir rassembler tout ça et aller de l'avant, se conformer aux tests en vigueur de l'État. Et je pense qu'ils auront le mandat de l'État. Ils vont utiliser à bon escient ce mandat-là pour que vraiment le basket se relève et qu'il aille vraiment très loin. Des conseils que la nouvelle équipe dirigeante de la balle orange au Togo mettra sans doute en pratique. Je suis venu pour procéder à une continuation, doubler de l'innovation afin que nous puissions remonter le basketball au niveau où il était à les années 70-80, voire faire encore mieux. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir le basketball togolais à tous les partenaires. Nous voulons rassembler tous les acteurs togolais qui aiment la chose. Le nouveau bureau exécutif élu le 23 juillet dernier peut compter sur la vieille garde pour réussir sa mission. Et la première tâche que je vais demander au nouveau président et à son équipe de s'atteler, c'est que le basket gagne un respect. Le sport ne vit plus que d'amour et d'eau fraîche. Et il faut de l'argent. Et c'est là que je vais lui demander de mettre toute son habileté, son talent et son abnégation pour pouvoir faire de son mieux. L'équipe André Bivaïna Gungu est la 7e de la Fédération togolaise de basketball après celle dirigée par Bado Munjon, Loko Soga, Akeremuru Manasseh, Dobrus Thomas, Tony Dalmeida et Dr Lawson Boni Nadouvi. Et voilà, ce sera tout pratiquement pour cette page de sport. Oui, Gerson, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Merci beaucoup, Claude Avant. C'est également la fin de cette édition. Mais rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur notre antenne, jeudi femme de ce soir, après l'édition de tout à l'heure, 20h donc. Thème, dites-nous la vérité sur le foyer. Un thème assez intéressant à regarder, à suivre de tout près avec Lys Djamier et ses invités. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée.